Mathieu Beauséjour. Présent. Bienvenue au podcast. Présent. Très content de te recevoir au podcast. Évidemment, j'explique toujours pourquoi qu'on se rencontre aujourd'hui, qu'on fait un podcast. On s'est rencontrés sur LinkedIn, chez DM, puis on a fait un épisode ensemble, on a fait une rencontre préparatoire, puis t'étais partant, donc on a séduit une date, puis on est là aujourd'hui pour faire le contenu. Mais oui, j'étais partant. T'as hésité? Oui. Merci pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir, of course. Donc là, aujourd'hui, on va parler de ton parcours, on va parler de Culture MB, l'entreprise, puis des autres projets. Mais commençons par ça. Parle-moi un peu de toi. La vente. Je pense que c'est, déjà en partant, c'est le mot qui décrit le mieux mon profil puis mon parcours professionnel. Ouais. J'en ai fait toute ma vie. Donc, j'ai commencé dès l'âge de 18 ans. Okay. Super choix d'adulte, de lâcher l'école puis d'aller directement au marché du travail. Donc, dans le retail, j'ai été vendeur rapidement dans la direction des ventes. Je suis resté là pendant plusieurs années dans le retail pour ensuite aller dans d'autres domaines, mais qui touchaient toujours la vente, là. Fait que tu as toujours d'abord dans la vente, puis souvent, je demande aux entrepreneurs qui passent au podcast leur environnement familial, peut-être amical aussi. Est-ce que tes parents sont en affaires? Est-ce qu'ils ont été aussi dans le domaine de la vente? C'est quoi un peu, t'es-tu un peu le mouton noir par rapport à ça? Non, pas mouton noir, mais ma mère, j'ai travaillé avec elle d'ailleurs cool. en magasin quand je faisais de la vente. Mais non, pas plus que ça. C'est pas quelque chose qui m'a été légué ou que j'ai été poussé à. C'est en partie un propre choix. OK, excellent. Ben justement, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer en affaires? Là, si on fait un saut, évidemment, tu as passé chez Randstad. Qu'est-ce qui t'a intéressé à aller dans ce domaine-là, finalement? Un mix de tout. C'est sûr, c'est des réflexions qui datent depuis longtemps. Je veux dire, Culture MB existe depuis longtemps en moi. Avant même que ça existe, ça a toujours été exactement. Okay. C'est ma vision, mes façons de faire. Ensuite de ça, visualisation, dis-je bien, et du timing. Écoute, c'est quelque chose auquel je pensais depuis longtemps. Et ça a pris une restructuration d'entreprise pour faire le déclic puis m'obliger à faire le move. À m'emmener, je veux dire, quand il y a quelque chose qui est dû, ça arrive puis ça arrive pour les bonnes raisons. Ouais. Yes. Dans ta première année, là, qu'est-ce qui a été le plus grand challenge, je dirais, dans ton développement d'entreprise? La première chose que tu as été confronté versus l'entrepreneuriat? C'est ton plus gros obstacle, finalement. Première année, écoute, ça fait pas encore un an. Donc, mais je vous dirais, tu sais, si on y va sur les 3 premiers mois qui passent dans tes premiers mois, clic, dans les premiers mois, assurément, les connexions, on est déstabilisé parce que là, on repart un peu seul. Donc, les connexions, de comprendre, c'est pas toujours ceux qu'on pense. Souvent, c'est des gens qui étaient plus éloignés ou qu'on connaissait moins bien. Okay. Les vraies connexions restent authentiques, puis eux, on les conserve. Puis c'est eux qui nous font avancer. Qu'est-ce qui est... je te coupe, excuse-moi dans ta réponse, mais qu'est-ce que tu as ressorti de ton expérience chez Randstad? Là? Y a-tu des compétences, peut-être des connexions justement que tu as ressorties à travers ça qui t'ont aidé à te développer là, dans ta première année en ce moment, là, en tant qu'entrepreneur? Je pourrais pas tout nommer ce que je retiens. Je veux dire, j'ai passé 10 ans là, donc c'est fort. Un apprentissage qui est immense. Mais encore là, je reviens au niveau des connexions que j'ai eues, autant à l'interne qu'à l'externe, parce que j'étais en contact avec des gens de tous les domaines. Donc, ça a été chercher vraiment un inventaire de connexions super importantes, là. OK. Quand tu dis les connexions, là, c'est des gens, c'est des partenaires d'affaires, c'est de la clientèle. Développe un petit peu là-dessus. C'est de tout. Connexion, c'est avant tout des humains. Donc, oui, en effet, c'est les gens qui, comme je dis, vont te soutenir, vont te donner une idée. Connexion, c'est bien large au sens du terme, du fait que ça peut être justement quelqu'un que tu connais pas, après quelque chose, surtout dans les réseaux sociaux, un message qui t'ouvre des portes. Fait que c'est toujours de rester ouvert avec ces personnes-là. Puis d'entretenir, puis d'entretenir ces connexions. Ce réseau-là, si on parle juste de LinkedIn, je sais c'est incroyable, mais des connexions en présentiel aussi, là.
en présent. Également, là. On est beaucoup réseaux sociaux, mais il y a d'autres choses aussi. Humain, c'est important aussi. Je pense qu'il y a une grosse valeur aussi. Je pense que les gens, ils se limitent aux connexions qu'on fait en ligne. Là. Évidemment, c'est le fun, c'est nécessaire. Mais d'aller un petit peu plus loin puis de faire l'effort aussi de faire un 5 à 7. Des fois, ça peut être très difficile. Des gens, c'est un petit peu gênant puis tout ça, ou je sais pas trop, mais d'entretenir. Oui, ben je pense que... Pour moi. Oui, ben c'est ça, il y a une valeur beaucoup plus humaine qui est... Une raison pour qu'on fait le podcast en présentiel, c'est la connexion qu'on a, qui est un petit peu moins là quand on le fait à distance, t'sais. Ben j'ai même eu notre connexion online, mais bon. Ah oui, c'est cool! Pas moi, là, mais moi, écoute, je m'étais dit que j'allais bien me comporter, là, mais tu sais, je veux que tu me réinvites un jour, mais écoute... t'étais en crise en arrivant, là, puis t'étais pressé, là, t'as frappé le micro, puis j'étais attends, prends un break, là, on va respirer un peu. Calmé. C'est des jokes, là. Non, ben pour vrai, non, c'est le fun, puis c'est la beauté, justement, d'avoir ce show-là, puis évidemment, tu m'as parlé d'un projet qu'on mentionnera peut-être pas tout de suite, là, c'est dans ta tête en ce moment à développer ça. Mais on va vous annoncer ça éventuellement. Fait que, non, c'est super cool, puis tu sais, je me demande aussi, au niveau de la vente, là, at large, dans ton expérience, c'est quoi la plus grande qualité d'un bon vendeur, un vendeur qui est éthique, qui est moralement bien? Ben, écoute, je vais faire une différence. Il y a les bons vendeurs, il y a les excellents vendeurs. On peut dire un bon vendeur, c'est quelqu'un qui close, tu sais. Mais est-ce que c'est nécessairement un bon vendeur? C'est ça, je veux dire. Oui. Closer, c'est la finale. C'est le résultat. Mais le bon vendeur va pouvoir closer. L'excellent vendeur va closer, évidemment, plus. Mais le bon vendeur, ben, il connaît son produit, mais il connaît moins son client. L'excellent vendeur va vraiment comprendre, prendre le temps de faire la connexion avec la personne devant lui. Un bon vendeur, ça parle. Un excellent vendeur, ça va écouter pas mal plus. C'est, je te dirais, vraiment la différence de mindset qui fait vraiment d'une personne du bon à l'excellent vendeur. Oui. Puis je trouve qu'on a souvent la mentalité ou la vision d'un vendeur comme... on compare souvent un vendeur de char, tu sais. C'est péjoratif. Puis, je veux dire, il y en a des excellents vendeurs de char qui sont gentils, là, qui sont pas là pour te presser le citron puis te vendre leur garantie ou peu importe. Mais de toute manière, quelqu'un qui se lance en affaires va être confronté aux ventes. Donc, il faut que tu apprennes à verbaliser, communiquer bien avec ton prospect potentiel, mais aussi tous les gens que tu rencontres, là, même si c'est pas un client, là, traite-les comme si c'était des amis, puis intéresse-toi réellement à la personne authentiquement et non dans l'optique de closer quelque chose. Ben, je pense. Je ne pourrais mieux répondre. Non, mais qu'est-ce que tu en penses de ça? 100%. Puis la vente, c'est day-to-day, c'est 24 heures sur 24. Tout le temps. J'ai des jeunes enfants, je suis en négociation. C'est bon, ça. Full time. Fait que c'est ça. La vente, ça se passe à tout moment. C'est d'être, comme tu le dis, réactif, de réfléchir avant de parler, mais d'être pas mal plus à l'écoute puis de comprendre la personne qu'on a devant soi avant d'essayer de convaincre, mettons. Parle-moi un petit peu plus de culture MB. Fait que premièrement, le nom provient de... Bien évidemment, MB on comprend, mais culture provient de quoi? Pourquoi c'est... Culture parce que c'est plus profond qu'une technique. C'est plus... donc c'est vraiment ma vision. C'est fondé sur tes valeurs, peut-être? Mes valeurs, ça, oui, exactement. Merci de me le trouver. mais tu sais, vraiment, mes profondes valeurs sont reliées dans Culture MB. Qu'est-ce que tu veux développer à travers cette culture-là? La façon de vendre, justement, un peu comme on expliquait, la différenciation d'écoute versus discussion, parler et je dirais de l'approche qui est totalement différente. Parle-moi un petit peu plus des services que vous offrez. Les gens qui écoutent le podcast ne te connaissent pas nécessairement. Non. Fait que, c'est quoi un petit peu, une question classique là, de vente, là, la valeur ajoutée de pourquoi on irait travailler avec Mathieu, right? Et Culture MB. Oui. Écoute, c'est super simple. Culture MB, c'est mettre justement l'humain devant la vente. Devant la vente, pardon. Ouais. On disait, il y a des gens qui connaissent bien leurs produits, sont beaux, sont bons. Très technique. Exactement, mais ils prennent pas le temps, ils se concentrent pas sur la personne qu'ils ont devant eux de bien comprendre. Je veux dire, t'as beau connaître bien ton produit, si t'es pas capable de bien comprendre la personne,
ben c'est pas l'idéal. Le but, c'est que les gens soient pas dénaturés dans leur vente. Ouais. De mettre de côté un peu le contexte de la pression, de la performance, pression de vente. Le but, c'est de faire des connexions, pas des transactions. Don't get me wrong, là, le but, c'est de faire de l'argent puis des ventes, mais c'est vraiment dans l'approche qui fait la différence. Puis, comment je pourrais dire, l'humain n'a jamais été parfait, puis c'est parfait comme ça. Puis c'est correct ici, ouais. La vente, c'est pas une ligne droite, c'est pas une série de pitch prédéterminés. Il faut aller avec le flow, il faut que ça soit naturel. Puis, il faut se faire du fun. C'est important. Pour moi, dans mon approche, il y aura toujours de l'humour, même si ça peut être des fois maladroit ou... perçu différemment par une autre personne. Mal perçu, tu sais quoi? So be it. Mais that's it. Puis, tu sais, on parlait tantôt avant le podcast du fit avec ta clientèle. On va sortir des sacs, tu vas avoir une manière que tu verbalises, tu utilises des mots que... quelqu'un... attends une seconde, moi, je suis pas de même. Puis c'est correct. Puis tu veux être comme ça. Moi, je communique comme ça. Oui, on peut toujours s'améliorer un peu, mais voici mon énergie, voici ma personnalité. Est-ce qu'on fonctionne ensemble? Si oui, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est une autre personne. Je vais te référer à une autre personne qui fait mieux. Puis c'est un peu, pour faire un lien, c'est un concept aussi de la compétition. Il y a un mot que j'utilisais souvent dans mes podcasts, c'est la compétition. J'avais entendu ça parler dans un réseautage. Fait que coopérer avec sa compétition, de dire, moi, je suis pas un all you can eat, là. Mon Dieu, tu veux me payer, je te prends, puis à tout prix. Non. Il y a quelqu'un qui est un petit peu mieux spécialisé là-dedans, dans ce que tu offres, dans ce que tu cherches. Voici, je vais aller te référer. Encore là, c'est drôle. Tu parles de ça. En ce moment, j'ai un peu l'impression, des fois, d'être à l'inverse du flow standard d'aujourd'hui, parce qu'on est bien dans l'intelligence artificielle, tout ce qui est préprogrammé, puis c'est correct pour automatisation, les statistiques, puis récolter les données. Mais la vente, ça se passe entre deux individus ou plusieurs, peu importe. Mais je veux dire, c'est une interaction. Fait que l'automatisation, moi, pour la vente, je suis allergique à ça. Oh my God. C'est pas... ouais, hein? Les fameux exemples concrets pour les gens qui écoutent sur LinkedIn en ce moment, les fameux messages automatiques LinkedIn avec Salesforce, je crois, ou en tout cas... mon Dieu, on peut-tu personnaliser un peu le message puis d'amener une valeur plutôt que de me vendre ta salade? Là? Mais c'est ça. T'en envoies 1000, mais tu sais, c'est quoi le retour réellement là, d'une valeur ajoutée? Peut-être que tu vas closer une personne sur un one-time puis que c'est hyper impersonnel. En réalité, la valeur aussi en vente, c'est d'avoir des clients qui sont récurrents aussi, mais tu sais, d'avoir une relation long terme. Après la vente, tu sais, le post-vente, là, tu sais, savoir le suivi après... il y en a beaucoup, malheureusement, qui vont se limiter justement à l'argent, puis après, on passe à une autre personne. Ça va plus loin que ça. 100%. Avant de trouver ou d'offrir un service, de trouver une solution, il faut un peu être au courant de la situation actuelle de la personne ou de l'entreprise. OK. J'ai une grosse question pour toi que je pense qui est un peu clickbait. Là. C'est quoi la pire erreur qu'un vendeur débutant pourrait faire? Trop parler. Non. Trop parler dans une rencontre? Trop parler. Parler de lui-même, dans le fond. Oui. Comme je dis, je parlais de gens qui connaissent leurs produits. Ben, trop parler de son produit aussi, des fois, c'est cacher un manque de confiance. Ou simplement démontrer un manque d'intérêt encore devant l'individu. Là. C'est la personne qui compte. Je dis souvent, on vend un produit, un service, oui, mais on vend une solution, un changement dans l'entreprise. On vend, on fait épargner du temps, un coût. Mais le produit ou le service, c'est pas le nœud de la guerre. Non, puis c'est un bon exemple qu'on pourrait donner pour que les gens comprennent plus. C'est, disons, je suis un coach d'affaires, je fais pas juste du coaching, je t'aide à optimiser ton horaire pour sauver du temps puis avoir plus de temps avec tes enfants, tu sais, mais par exemple, c'est plus vendeur que de dire, voici, on fait des rencontres ensemble en visio, puis c'est pas ça qui est intéressant, c'est pas ça qu'on veut savoir nécessairement, tu sais. Fait que, ça, c'est selon moi, là, j'ai pas l'expertise que t'as non plus, là. On est sur la même ligne. Ouais, non, c'est cool. Qu'est-ce que toi, t'as adopté justement dans ton approche au niveau de la vente, là? Peut-être un élément différenciateur.
encore, là, je veux pas me répéter, mais c'est vraiment dans l'approche, dans l'analyse qui va être faite lorsque je rencontre quelqu'un. Ouais. Que je dis ça de même, la première demi-heure, mais c'est juste des questions de découverte. Là. Je n'ai rien à dire. Avant même que je puisse dire si Culture MB, si Mathieu Beauséjour peut t'aider, si je te connais pas, de commencer à me vanter ou de quoi, que je peux changer toutes les entreprises puis les aider à devenir des meilleurs vendeurs, à aider leur équipe. Non, jamais. Je vais comprendre c'est quoi la situation, c'est quoi leur processus. Et là, je vais peut-être être en mesure de dire et d'attaquer plus vraiment les pain points ou l'objectif précis qui pourrait faire la différence. Tu veux-tu parler un petit peu plus de ta clientèle en ce moment? Les clients justement que tu as pu accompagner, ça ressemble à quoi? C'est très varié. Surtout pour débuter, je suis pas si difficile. mais tout ça pour dire parce que j'ai comme 3, je dirais, services principaux. On a le mentorat, formation puis de la consultation d'affaires. Donc, au niveau mentorat, c'est plus individuel. Donc, je vais attaquer beaucoup plus la forme, la communication, puis les objectifs précis à atteindre d'une personne. En formation, ben là, ça va être beaucoup plus concret. C'est le système, les étapes, de se mettre en des mises en situation qui sont réelles. OK, je comprends. Puis ben là, du côté de consultation de business, c'est vraiment pour aider les... groupe, ça se peut-tu? Ben oui, s'il y a plusieurs dirigeants, c'est sûr que c'est de rencontrer les dirigeants en premier lieu pour comprendre encore une fois leur processus, mais justement d'optimiser leur système de vente côté humain, pas robotisé, je te disais. Moi, automatisé. C'est ça. Il ne faut pas que ce soit... Il y a de l'automatisation dans la prise de données, etc., mais dans le concept, dans le processus de vente, c'est vraiment un côté très, très, très humain pour moi. Tu peux-tu amener une précision là-dedans quand tu dis un no-go au niveau de l'automatisation dans le processus? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ça, il faut faire attention. Quand je dis dans l'automatisation, c'est pas la prise de données, c'est vraiment dans l'interaction avec les gens. Je disais d'avoir des pitchs préfaites. On va en parler de ça. On a une liste de contre-objections, quoi que ce soit. C'est correct d'avoir un template, une idée ou quoi que ce soit. C'est juste pour t'aider à te sortir quand tu sais plus ou moins où est-ce que tu t'en vas. Mais que ce soit scripté, c'est la pire chose à faire. Je l'ai dit tantôt, les gens se dénaturent dans leur système de vente souvent, puis c'est ce qui est... C'est poche parce que c'est ça qu'on entend. On se fait bombarder ça, surtout par des coachs en vente. On parle de l'approche américaine, là, très, très pushy, puis de dire... Il y a un Québécois qui fait ça récemment, là, puis je ne nommerai pas, là, mais à chaque fois que je tombe sur sa vidéo, j'ai goût de vomir un peu, ça me dégoûte parce que la personne m'a dit, écoute, par exemple, je ne suis pas prêt en ce moment pour investir ce montant-là. Puis il va amener une objection qui est très, très... C'est wow, là, c'est intelligent ce qu'il amène, mais je trouve ça vraiment pushy pour mettre la personne un peu moins à l'aise puis dire, OK, peut-être que je devrais investir là. Mais moi, je vais jamais me rendre là. Je veux dire, si t'es pas prêt là, on s'en parle dans 3 mois, on s'en parle dans 6 mois, whatever. Et c'est pas grave, là. Voilà. Je suis plus dans cette approche-là. Puis les fameux scripts de vente, je peux comprendre que ça fonctionne, mais encore une fois, moi, j'ai très de difficultés. C'est pas humain pour moi, c'est pas authentique. Fait que j'utilise pas ça. Évidemment, tu as comme une formulation que tu utilises, mais tu sais, dire, il faut absolument que ça soit 2 rencontres, une de 60, une de 30, une autre de 60 minutes. On présente ça, on fait signer la carte de crédit. Chacun sa technique. Les objections, j'ai fait une vidéo dernièrement que je parlais des objections. Dans le sens, l'objection, c'est une crainte que la personne te dit qu'elle a. Elle n'est pas sûre, puis des fois, c'est simplement parce qu'elle est gênée de te dire non, tout simplement, puis qu'elle veut pas. On va y penser. Ça peut être inventé. L'objection, la meilleure façon de la contrer, c'est d'avoir de préparer le discours, puis de les annuler en soi d'avance dans le discours, de savoir,
exemple, de savoir c'est qui les preneurs de décision et tout. Donc, il y a des discours qu'on n'aura même pas à se rendre si on sait que la personne, de toute façon, n'est pas celle qui prend la décision. Donc, après ça, on va dire, il faut que j'en parle à mon boss ou il faut que j'en parle à ma femme. C'est normal, elle te l'aurait dit d'avance si tout ce scénario-là avait déjà été établi d'avance. Fait que ce que tu veux dire, c'est de faire beaucoup plus de recherches peut-être avant même de rencontrer la personne puis de voir est-ce que c'est un prospect plus... Recherche avant et question. Je peux te le demander d'avance quand on est dans le déroulement de vente, savoir comment se prennent les décisions, c'est quoi le processus, etc. Déjà là, ça peut m'amener au fait que je sais que je pourrais pas, que la vente se fermera pas aujourd'hui, ou simplement qu'il y a des sujets que ça sert à rien que j'établisse avec toi. Puis évidemment, tu offres l'accompagnement, la consultation pour la vente. Et les gens qui sont vraiment pas habiles puis qui n'ont pas développé cette compétence-là, qui attendent que les clients les approchent. Moi, j'ai été là-dedans beaucoup, là, dans la peur d'approcher les gens. J'ai pu vaincre ça puis me pratiquer, puis là, ça devient assez facile. Comment on fait pour combattre ça ou passer à travers ça, de dire hey, moi, j'offre quelque chose de valuable, je sais que la personne va pouvoir en retirer une très grande valeur. C'est peut-être un problème de confiance en soi. Qu'est-ce que ces personnes-là te redonnent comme feedback par rapport à ça? Je suis pas à l'aise de faire de la vente, genre. C'est un état d'esprit, en effet. Parenthèse qui est vraiment intéressante. J'ai été 10 ans en corpo. J'étais confiant, j'offrais le service. Ouais. C'est moi qui le délivrais, puis les gens achetaient Mathieu Beauséjour parmi le véhicule que je proposais, etc. Et lorsque j'ai lancé mon entreprise, j'ai eu un moment d'instabilité de savoir comment je me vends, vu que je suis plus accompagné de cette entreprise-là, pour, au final, évidemment, après réflexion, dire « maudit niaiseux ». Ben, c'est moi la bougie d'allumage cette fois-ci. Mais encore une fois, c'est pas moi que je vends. Je vends la solution, comme je disais. Je vends le changement que l'entreprise nécessite. C'est juste la confiance puis état d'esprit, comme je disais. Puis surtout dans ses débuts, dans ses premières années d'expérience, ou même premiers mois, on parle, mais il y a beaucoup on parle souvent de ça, le syndrome de l'imposteur. De dire pourquoi moi, je t'approcherais pour vendre ce que je vends quand je suis pas 100% à l'aise. Fait que, est-ce qu'il y a un peu de la fameuse phrase de fake it till you make it un petit peu au début? C'est-tu comme un l'œuf puis la poule? Genre... je dirais que c'est pas impossible. Dans mon cas, en toute honnêteté, avec le bagage que j'apporte, la certitude de ma façon de faire, ma vision, ma méthode. Puis ton expérience, on s'entend? Oui, l'expérience, c'est ça. Mais culture MB, oui, ça vient d'être parti, mais ça faisait partie de moi. Puis, culture MB vivait à travers les entreprises pour lesquelles j'ai vendu. Là. Right. C'était déjà là, c'est juste que l'entité peut-être corporative n'était pas encore là. Mais non, ça, c'est cool. Je pose souvent ces questions un petit peu plus mindset personnel, entrepreneurial, là, mais qu'est-ce que de te lancer en affaires t'a amené au niveau personnel? Y a-t-il un développement personnel que tu as pu créer à partir de ça? Clairvoyance d'esprit. Oui, clairvoyance. Illumination. Non, mais tu sais, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. Ouais, OK. Beaucoup de gens me disaient, t'attends quoi? Je te parlais de timing à un moment donné, c'est quelque chose qui te tombe d'en face, puis que je veux pas partir dans la philosophie, mais je suis quelqu'un qui croit vraiment que la vie a fait les choses généralement bien. Puis il y a des choses qui arrivent pour des raisons. Des fois, tu te dis... comment c'est pas quelque chose que tu espérais, mais au final, c'est la meilleure chose qui peut arriver. Donc, c'est un petit peu un mélange de tout. Et j'étais mûr à ça. Puis évidemment, on dirait que les gens peut-être qui écoutent le podcast ou des podcasts entrepreneuriales vont dire « Mon Dieu, être entrepreneur, c'est la sommité, c'est le rêve ultime d'une vie. Tu peux être très, 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 très bien salarié puis t'accomplir de cette manière-là. » Fait que c'est pas de dire ça, mais puis je veux dire... Un monde ne fonctionne pas juste avec des entrepreneurs. Un monde ne fonctionne pas juste avec des employés. Faudrait pas. Faudrait pas parce que ça va pas bien. Tout le monde se sous-traite, là, en tout cas. Mais ouais, fait que c'est ça, tu sais. Puis je me demande un peu, est-ce que tu t'es posé la question à savoir, hey, j'aurais donc dû me lancer plus tôt ou pas vraiment? Ça, c'est toujours la fameuse question. J'aurais donc dû. J'aurais donc dû. Le passé, on peut plus en parler. C'était hier.
Aujourd'hui, je suis content d'être où est-ce que je suis et dans le futur, de prévoir qu'est-ce que je peux faire. En effet, j'aurais pu le faire avant. Mais encore là, comme je te dis, il y a les choses qui arrivent à point quand c'est le moment. Puis de chercher toujours le bon timing, la perfection. Puis surtout en entrepreneuriat, je parlais avec d'autres gens puis qui disaient mais... Puis même moi, le premier, quand je partais, tu sais, je vais attendre qu'on attend que ça soit parfait. Non. Il n'y a pas de bon timing. Hein? Soit, tu sais, tant que le cœur de des activités est clair, fonce, puis c'est ça c'est ça la différence entre quelqu'un qui est entrepreneur ou qui est mieux à travailler pour quelqu'un ou une entreprise. C'est pas nécessairement de regretter son parcours, tu sais, je pense que il y a beaucoup d'expérience que tu peux acquérir quand tu vas chercher justement une expérience de salarié dans une entreprise, justement des connexions en réseau, des compétences hard skills, soft skills que tu peux avoir, que t'as pas, que des gens qui se lancent straight up, qui n'ont pas vraiment d'expérience, puis qui bâtissent, qui vont peut-être avoir beaucoup plus de problèmes financiers, des pertes d'argent ou des mauvais investissements, des mauvaises collaborations et tout ça, que tu peux éviter beaucoup de casse-tête en faisant toutes ces expériences-là ailleurs. T'sais. Exact. Évidemment, tu m'as parlé de tes 2 enfants. Fait que l'entrepreneuriat aussi, ça amène quelque chose de fun qui est la liberté de temps, de dire, tu sais, si je vais aller chercher mes kids à la garderie en fin de journée, je peux y aller. Je suis pas obligé d'être confronté au trafic, par exemple, parce que je finis à 5, mettons. Dirais-tu que c'est une liberté que tu apprécies? Assurément, encore là, dans différents contextes et différents mandats, il faut quand même accepter de faire des compromis. Mais oui, pour moi, c'est une des priorités dans l'entrepreneuriat, de pouvoir de réaliser ce que moi je fais, ce qui me connecte, évidemment. J'espère avec Culture Élevée, c'est le cas. C'est moi qui l'ai créé. Mais oui, le choix de mes clients, des mandats, de mon horaire, ça, c'est un gros point fort. C'est un gros point fort. Tu veux-tu me parler un petit peu de la perception de ta famille, peut-être de tes amis qui t'ont vu justement avoir ce parcours-là plus stable, salarié, puis de dire, hey, je me lance. Évidemment, ton emploi, t'as quitté cet emploi-là, puis t'as décidé de te lancer. Donc, ça a été quoi un peu la perception des gens? Ils disaient, je pense que tantôt, tu disais, il était temps. Est-ce que tout le monde était en accord avec ce choix-là ou c'est quoi les commentaires que tu recevais? Oui et non. En même temps, c'est pas eux qui vont mener à terme les projets. C'est ça. Exact. Donc, tu sais, les avis sont diversifiés. En même temps, les gens qui étaient là pour me supporter le sont encore aujourd'hui. Des bonnes personnes. Et c'est souvent ces gens-là qui me disent « Wow, il était temps, là. Je veux dire, t'étais mûr à ça. Donc, c'est ça. En même temps, j'ai mon petit côté, je dirais, sans dire secret, mais solo. Fait que j'ai pas... j'attends pas d'être vraiment... comment je pourrais dire... d'être accepté à chaque étape ou validé à chaque étape. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Puis pour vrai, il y a des gens qui auraient pu être des excellents entrepreneurs, mais qui ont écouté le conseil de ma tante Ghislaine ou mon oncle Richard. Mais on fait pas ça. J'essaie de me lancer les années. C'est mon père, ça. Ah, pour vrai? Ah ouais? Sérieux? Mais ça, c'est difficile. Là, quand là, on parle des ma tante, mais père-mère, c'est extrêmement difficile. C'est pas pire. C'est drôle parce que j'ai un petit peu eu ce discours-là par, je pense que c'était ma mère, puis mes deux parents sont en affaires, tu sais, puis je m'étais lancé, j'avais 18 ans, tu sais, puis je travaillais chez McDo, puis je me suis lancé en impression de t-shirt, puis tout ça. Puis tu sais, là, t'as pas d'expérience, là, tu sais, qu'est-ce que tu fais, puis beaucoup de questionnements, puis d'hésitation. En même temps, se faire challenger, c'est vraiment, vraiment primordial. C'est là que... Est-ce que tu viens de toi-même te questionner aussi? C'est une période instable, mais qui vient vraiment renforcer quand tu reviens à la charge pour dire « OK, voilà... pourquoi je m'embarque dans ce projet-là. » Puis après ça, les gens ils vont garder leurs avis. Il y en a qui vont être impressionnés, d'autres qui vont encore, puis qui vont toujours douter. Puis dans 100% des cas, je veux dire, il peut toujours avoir une hésitation parce que si tu mets dans les souliers, mettons, de nos parents, des parents qui ont ce discours-là envers leur enfant, ben c'est parce qu'ils n'ont pas vu ce que tu as fait ou ils ne voient pas ton potentiel, c'est un nouveau projet. C'est sûr, comme n'importe quel quelqu'un qui veut se lancer, il y a cette hésitation-là. Fait que tes actions vont parler par eux-mêmes, finalement. Les contrats que tu vas développer, les employés ou les gens que tu vas engager, ou peu importe la grosseur que tu vas développer ça, mais ouais, je pense que ça va venir par eux-mêmes. Puis on va dire, OK, ouais, finalement,
j'y croyais plus que ce que je pensais. Les actions vont donner raison. Plus que d'essayer de parler, de discuter, de s'obstiner avec ces gens-là au départ. Puis de toute façon, ça donne pas grand-chose. C'est pas de même que tu vas gagner ta business. Non, 100%. J'ai noté ici que tu lances bientôt ta conférence qui va faire un parallèle entre la séduction et la vente. C'est un concept que je parle encore une fois souvent dans le podcast, de dire faut que la personne soit attirante, tu sais. Avec la personne. Tu sais, pourquoi j'irais justement travailler avec Mathieu, pourquoi j'irais travailler en Théo, c'est parce qu'il y a une certaine attirance, pas physique nécessairement, mais tu sais, une attirance professionnelle. Cette personne-là est hot, elle shine, elle rayonne. Je veux m'associer à cette personne-là, tu sais. Fait que, veux-tu me parler un petit peu plus de ce projet-là, puis pourquoi tu l'as nommé ainsi? Premièrement, Anthony, c'est un secret. C'est pas officiel. C'est pas officiel? Non, merde! Blague à part. Cut. Non. Est-ce qu'elle est bonne? Oui. C'est vrai que c'est pas officiel, mais ça va. Je vais avoir besoin de le faire une fois maintenant qu'on en parle. Pas le choix, on a des... Yes. Right? Oui, ma conférence, la Romanza, que ça va s'appeler. Nice. Donc, comme tu dis, c'est de mettre en parallèle la vente, la romance, la séduction. Ouais. Ça, la Romanza, je pense que c'est aussi vieux que Culture MB. Ça a toujours fait partie de moi dans ma façon de faire. Ouais. Puis, je l'ai toujours fait à joke, puis en mettant des parallèles, faire des liens entre, comme je dis, romance puis la vente. Plus que ça avançait, même en regardant des fois des stats, dans le concret, c'est la même maudite affaire. T'as deux humains qui essayent de connecter, qui vont avoir chacun leurs intentions, leurs maladresses, leurs bons coups. Il y a beaucoup de parallèles au niveau de l'amour et des émotions, parce que dans une relation d'affaires, il y a de l'émotion aussi. Si ton client n'est pas satisfait ou peu importe, il y a une mauvaise compréhension de quelque chose, puis tu reçois un feedback, un courriel qui ouf, ça fait mal, c'est un peu... Puis pour juste la perte d'un client que ça fait longtemps que tu travailles avec, puis finalement ça a coupé short, tu dis hey, je l'apprécie cette relation-là, tu sais. C'est pas robotique, là, c'est pas juste transactionnel, c'est comme une relation, je dirais pas comme une relation amoureuse, mais il y a beaucoup de valeurs qui sont semblables, en tout cas. Absolument, c'est fou, ça. Vente ou relation, si tu te forces, ça se sent. Si c'est fake, ça durera jamais longtemps. C'est toxique aussi. C'est aussi simple que ça. C'est de le rendre le fun, premièrement, de mettre un contexte. Tout le monde aime ça, la romance, n'est-ce pas? Fait que c'est ça ma conférence. En même temps, en prime, ça va être un cours de cruise pour vendeurs maladroits. Oh! Non, mais dans le sens que avec les exemples et les liens qu'on peut faire, je le dis à la blague. Fait que c'est vraiment ça, le but de la conférence. Le but ultime, c'est que si les gens, après cette conférence-là, se disent et se souviennent qu'avant une vente, il y a une rencontre, une découverte, une relation à entretenir, ça sera mission accomplie. Nice. Est-ce que ça serait justement de commencer puis d'offrir une conférence? C'est-tu un point anxiogène pour toi ou plus ou moins? Non. Je l'ai fait à l'interne dans le passé avec des gens, connus de l'entreprise, mais non, c'est même de le partager parce que c'est de mon cru, c'est de moi. C'est encore plus plaisant puis c'est encore moins stressant, disons. J'aimerais qu'on aborde un autre point qu'on a parlé tantôt un petit peu, la négociation, avec tes enfants, là, mais négocier avec ses clients. C'est les plus durs clients. C'est les plus durs, ils sont très demandants, j'imagine. Négocier avec un client potentiel. Si un client, on a une rencontre ensemble, puis le client dit, écoute, je te fais une contre-offre, ou tu sais, comme on peut-tu négocier, réduire le prix pour faire d'autres choses, peu importe. À quel point il faut être flexible ou être rigide dans son offre, selon toi? C'est sûrement du cas par cas, mais as-tu comme un template à suivre? Le template, non. C'est une réponse qui est difficile à répondre, étant donné qu'on n'a pas de mise en situation ou quoi que ce soit. Le prix, c'est souvent la dernière chose, puis même c'est la dernière chose souvent qu'on va aborder. Le prix, si on en parle avant, c'est que c'est le prix plus important que le service ou les bénéfices que tu vas apporter. La négociation,
Tu le disais toi-même, la vente, c'est super émotionnel. La négociation, c'est ça. C'est juste de jouer la vente, là, ça se passe entre deux personnes. C'est une danse. On revient dans le concept de la romance. Ben, moi, de mon opinion pour cette question-là, c'est d'y aller, je pense, avec une certaine flexibilité parce que moi, c'est des services. Si je vendais un produit, c'est le prix du produit. Puis, je veux dire, si tu veux négocier le prix, ben, peut-être en quantité. Mais mettons, une entreprise de service, en deux B2B, mettons, ben, clairement, il y a peut-être de plus de leeway. Là. Fait que je sais pas si on fait un échange de toi, tu as de la visibilité ou je sais pas, tu veux m'amener d'autres choses, des connexions, des références. Ben OK, ben il y a peut-être une relation d'affaires, une offre qu'on peut développer conjointement. Ça, je pense que c'est une bonne manière. Si on prend concrètement une entreprise de service. Là, absolument. Ouais. Ça c'est un bon exemple, mais en même temps, le prix que tu établis pour tes services, si à chaque transaction ou à chaque dialogue que tu changes, c'est qu'est-ce que tu as établi et tu n'es pas confiant de ce que tu offres ou ou c'est pas là-bas. Ou tu vas booster le prix. Oui, c'est ça. En tout cas, dans mon avis à moi, c'est vraiment pas une bonne je pense tactique. Que c'est de regarder, mais quand on est confiant du prix qu'on va offrir et tout, il n'y a pas lieu de négocier sur le prix, sur d'autres paramètres, quand ça va être donné, les contextes. Le prix. C'est le prix étant, est-ce que ça fonctionne ou pas? Puis je pense que c'est d'y aller, est-ce que chaque personne t'approche, essaie de te négocier? Il y a peut-être un problème dans les gens que t'approches ou dans ton prix ou peu importe. Et la négociation de prix, souvent, même dans la plupart des cas, cache d'autres raisons derrière ça qui n'ont même pas rapport au prix. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est simplement qu'ils veulent... Si je te demande sur le prix, est-ce que j'ai compris la réelle valeur de ton service? Fait qu'il y a une mauvaise compréhension à ce que tu m'amènes, ce que tu me proposes. Parce que je trouve pas que la valeur de ton service vaut le prix que tu demandes. Puis fait que ça revient à la question à savoir c'est peut-être pas la bonne personne, right? Puis tu as le droit de refuser de toute manière, tu sais. C'est un fit qui doit être des deux côtés. Petit anecdote que je lance, tu sais, je débute. J'ai pas le luxe de trier les demandes de gens qui veulent que je les aide et d'avoir un max de demandes. Mais j'ai rencontré quelqu'un, un homme d'affaires hyper expérimenté, etc. Puis pour de la formation pour ses équipes. Et déjà, dans sa structure de comment il établissait, l'ouverture, je la sentais déjà un petit peu manquante. Il commençait à avoir quelques strikes. Tu le sens, hein? T'as comme un petit gut feeling, right? Quand tu parles mais tu l'as dit, on continue. Je veux un mandat. Et on parlait aussi d'horaire avec l'entrepreneuriat. Puis pour moi, j'aime ça, être le matin là pour mes enfants, faire déjeuner. Et à un moment donné, il y a eu des discussions aussi. Puis il fallait que ça se fasse, les trainings se fassent à 8 heures ou quelque chose. Et j'ai demandé pourquoi, etc. Puis la personne m'a juste répondu, moi, c'est comme ça que j'aime ça. Puis moi, si tu veux me turner off, dis, c'est toujours comme ça qu'on l'a fait. On changera pas. Et tout de suite, là, j'ai eu le déclic et ça, c'est comme, regarde, le fit ne conviendra pas. J'ai pas dit, non, je veux pas venir former ton monde à 8 heures le matin. C'est une accumulation de critères, mais ça m'a donné le dernier signal qui a fait faire, non, je ne prendrai pas le mandat. Et de toute façon, c'est sûrement quelqu'un que j'aurais pas réussi à satisfaire au maximum de ce que moi je suis capable d'y donner. Fait que faut être capable de se mettre un step back dans ces approches-là. Puis je vais te poser une question qui peut être un petit peu difficile à répondre parce que nécessairement dans n'importe qui se lance là, dans les premiers mois et tout ça dans leur début va devoir un peu accepter aussi la rentrée d'argent ou peu importe la rentrée d'argent pour subvenir à un besoin. J'imagine que tu as un coussin, là, c'est pas stressant, là, mais de dire, écoute, est-ce que je fais une croix sur ce que j'aimerais, mettons, d'un client parfait parce que, il y a des petits red flags, mais c'est quand même une rentrée d'argent intéressante, ou tu dis, moi, là, aucun intérêt? OK. Difficile quand même à répondre, là, je sais pas. Non, très facile. Je vais aller en tout ça. Okay. Un client parfait, ça n'existe pas, comme une personne parfaite. Je fais la blague, des fois, moi, je m'approche, mais pas encore. L'approche de la perfection. J'allais te dire ça, justement. Non, c'est ça. Donc, tout est dans l'ouverture. Tu sais, à la base, la situation présente est définitivement pas parfaite, ni en bon état si j'ai à intervenir. Mais c'est de savoir, est-ce que l'ouverture, est-ce que le thinking de la personne, de l'entreprise, suit ce que moi, je veux apporter. Fait que,
Et pour revenir à coussin, pas coussin, quand tu te lances en entreprise et que tu es à côté, puis je peux comprendre, oui, il y a des petits mandats, je dirais, puis que je recommanderais personnellement, que tu peux prendre, mais de là à s'aligner pour ça, tu es mieux, selon moi, selon le cas échéant, t'endetter davantage, puis garder ce thinking-là, puis de viser tes valeurs, mais la clientèle cible qui se doit, puis que tu vas satisfaire au bout de la ligne aussi. Oui. Tu vois, je m'attendais pas à ça comme réponse, mais ça fait beaucoup de sens parce que dès que tu as une vision long terme aussi de ton entreprise, tu te dis ça va me revenir de toute manière. Puis je vais approcher, les gens vont être. Je vais rayonner de cette manière-là à travers les bons clients. Le but, c'est pas de faire de la business vite, c'est de la business vraie. That's it. C'est vraiment une bonne quote, ça. Je l'ai pas écrit, là, mais... Mais écris-la, moi, je l'enregistre là, c'est parce qu'elle est vraiment bonne. Non, mais c'est vrai, je pense. Arrêtez de penser à court terme au niveau de leur poche. Malheureusement, c'est ça. Ben, c'est sûr que le contexte monétaire est important pour tout le monde, là, je veux dire. Mais ça ne doit pas l'être dans la vision et dans l'alignement des services ou produits que tu vends. Mais non, puis tu sais, c'est travailler long terme avec ces clients-là. Fait que encore une fois, c'est développer des relations. C'est sûr que c'est early, là, mais est-ce que tu aimerais me parler un petit peu de ta vision long terme? À savoir, évidemment, il y a la question de l'objectif en 2026, là, mais 5 prochaines années, genre. As-tu une vision de ton entreprise? Écoute, c'est sûr que c'est ça. La vision en ce moment est plus à court terme. Ouais. Mais outre ça, classique, de me faire connaître davantage, mais que justement Culture MB soit reconnue dans son style. Okay. Et parlant de ce que je vais devoir annoncer officiellement, vu qu'on en a discuté, ma conférence, l'Aromadia, que ça puisse commencer à faire du bruit au Québec, que ça en fasse parler, ça fasse rire, puis que vraiment qu'il y ait plusieurs représentations. Après ça, puis ça, à court terme, je fais plusieurs plus petits mandats. Ouais. Je vais en profiter pour faire une pub, que je suis là. Ben oui. J'aimerais vraiment m'associer avec peut-être une entreprise bien établie d'ici qui, évidemment, s'aligne avec mes valeurs puis ma façon de faire. Mais tu sais, un mandat principal pour vraiment accompagner cette entreprise-là. Et après ça, viser justement d'autres mandats super challengeants on the side, là. On a parlé un petit peu de ta clientèle, mais as-tu comme un type d'industrie, un persona qui t'intéresse un petit peu plus? Encore là, non. Parce que dans le contexte vente à l'humain, ben, ça peut être autant toutes les ventes ou presque sont entre humains, je l'espère. Donc, ça peut être au niveau du retail, il y a plusieurs domaines, mais puis d'autant plus dans le mentorat qui est individuel, c'est relié à la personne. Donc, peu importe le domaine, ça peut bien être accompli, là. Puis je pense que ça revient aussi à l'humain, là, le fit avec l'humain, l'entrepreneur derrière la business, c'est ce qui m'intéresse. Plus que son offre de service, puis sa structure et tout ça. C'est ça. OK. Veux-tu me développer un petit peu plus au niveau des no-go là, d'un client qui t'approche, là, évidemment, quelqu'un qui est pas ouvert d'esprit, c'est un gros point. Y a-tu d'autres points là, que tu dis, peut-être la négociation sur le prix, là, à savoir, écoute, je vois pas encore la valeur et tout ça, mais allons plus loin que ça. Là. Qu'est-ce qui dit red flag, moi je touche pas à ça? Ben, je pense qu'on les a dit, les principales. Dès que tu as un feeling, ça aussi, là, ça fait partie de la vie où tu rencontres quelqu'un. Je peux pas mettre le mot sur le sentiment, mais tu as ce feeling-là, c'est de s'écouter. Mais tu l'as mentionné, tout ce qui est d'ouverture, de changement. Les entreprises, les individus vont rarement apprécier être ouverts au changement, mais c'est de comprendre qu'est-ce que le changement peut apporter. Donc, c'est vraiment dans la façon que la personne va prendre les suggestions ou même dévoiler quand je pose des questions. Quand on est vraiment dans un survol de découverte, si la personne en partant aussi est refermée, puis je comprends que les gens me dévoilent pas tous leurs secrets d'entreprise dès la première rencontre, mais qu'il y ait une ouverture, qu'il y ait un lien qui se crée, c'est une connexion. Je pense qu'il y a deux visions. On parlait un petit peu de vision là, de l'entrepreneur, peut-être si on prend l'exemple québécois, mais quelqu'un qui veut bâtir une entreprise, c'est une grosse structure, avoir des employés à sa charge, des chargés, tout ça.
versus un solopreneur qui est très, très bien là-dedans, qui est conscient qu'il va peut-être atteindre un plateau, mais qui est bien là-dedans, qui a un certain contrôle, qui a une très belle qualité de vie aussi au niveau de son temps. Y a-t-il un de ces deux options qui t'intéresse le plus actuellement, là? Pour le moment, mon but ultime, c'est de rester solo. J'ai pas de projet de gens qui vont en soi représenter Culture MB. Ouais. C'est mon bébé, c'est mon projet. La Romanza, la même chose au niveau de la conférence. Okay. Le futur le dira, mais encore là, j'ai pas cette obligation, cette ambition, on peut appeler, de grandir au-delà de ma propre personne. Est-ce que si tu avais l'opportunité d'ouvrir, on est rendu dans le futur, mais d'avoir une expansion, d'aller chercher des clients peut-être dans les autres provinces anglophones en Ontario, ou peut-être même possiblement aux États-Unis, de faire de la consultation, est-ce que c'est une avenue qui t'intéresse d'aller plus vers l'anglophone? Les deux, oui. C'est intéressant de faire ça. Dans mon entreprise passée, je m'occupais des comptes nationaux, donc j'étais à travers le Canada. C'est rien de nouveau, là, dans le fond. Les conférences que j'ai faites à l'interne étaient en anglais pour mes collègues de l'Ouest puis l'Ontario. Donc, non, ça, c'est... I speak English. You speak English very well? Yes, sir. Non, mais c'est cool, puis parce que tu peux avoir autant un oui puis non à cette question-là des gens. Moi, je suis bien localement, puis whatever. Hein. Reste à dire que oui, dans la business, il y en a en masse, francophone au Québec, Montréal, peu importe. Puis francophone, oui, on est francophone. Je suis francophone, mais je veux dire, une business à Montréal ou peu importe qui est anglophone, ce qui m'intéresse, comme je te dis, c'est la volonté puis les ambitions, les désirs de l'entreprise plus que la langue qui est... En tant que tel. On se limite pas. J'ai la même mentalité que toi par rapport à ça. Puis on a fait justement, petite parenthèse, on a fait différents projets. On est allé au Manitoba, puis j'ai travaillé des communautés francophones là-bas, mais aussi anglophones. Fait que on n'est pas fermé. C'est d'avoir une ouverture aussi à large à qu'est-ce qui est fait aussi ailleurs, puis s'inspirer de ça aussi. Il y a une autre facette de la business. Hein. Tantôt, tu m'as parlé justement que tu avais une hésitation quand je t'avais approché. Est-ce que tu avais une peur de te mettre sur les réseaux sociaux? C'est-tu une Comment tu vois ça? Comment tu vois ça de se mettre de l'avant sur les réseaux? Yes. Tu sais, c'est une connaissance qui est pas naturelle pour moi. Fait que, sans appeler ça une peur, c'est plus une méfiance. Ou un inconfort de mettre au devant ma personne sur les réseaux. Justement, j'en avais fait des vidéos, tout ça, à l'interne dans le passé. C'était avec des gens connus, comme je dis, de l'interne. Ouais. Mais au fil du temps, j'apprends. C'est bien important. Et je me rends compte que chacun de mes vidéos ou autres, c'est une conversation pour qui le veut bien. Je me prends pas pour un... quelqu'un qui est présent, c'est un influenceur? Un influenceur, oui. Non, je suis loin. Moi, j'aurais dit... je suis le prochain influenceur du Québec. Mais t'as-tu déjà pensé à passer à OD? Non. Puis non. C'est une bonne route, ça, si jamais tu veux. Voilà, on coupe là. Je ne me considère aucunement influenceur et je ne veux pas être un influenceur. Ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est raconter des vraies histoires du terrain. C'est pas du glamour avec de l'humour, puis voilà, là, je me fais du fun, puis qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que, tu sais, des fois, au départ, premièrement, je le fais pas pour des likes, sinon, des fois, t'es déçu. Mais, tu sais, c'est là que les gens qui étaient proches de toi, c'est souvent eux qui vont hésiter à liker encore. Puis des gens, des fois, de loin, où tu connaissais même pas, c'est eux qui vont communiquer avec toi. Pas nécessairement parce que les gens vont être des fois timides au grand public, mais les gens qui communiquent en privé avec des messages, des questions, ça, c'est le plus grand retour, c'est sur les réseaux sociaux. Oui, puis ça s'en vient à 100% à la confiance en soi. J'ai souvent ce discours-là avec des nouveaux clients qui n'ont pas de... Tu sais, j'ai peur de publier sur ma page parce que ma famille va voir ce que je fais. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce que je suis bien habillé? Je suis bien présenté? Est-ce que ce que je dis est parfaitement verbalisé? On s'en fout. On s'en calisse. Non, mais on se dit les vraies affaires, on s'en calisse parce que les vraies personnes vont liker, puis même si tu as 2 likes sur ton post, ça n'a pas d'importance. Que tu aies 100 000 vues sur ta capsule ou 200 vues sur ta capsule, tu peux avoir 3 clients, puis c'est un feedback que j'avais reçu. C'est 3 clients d'une capsule de 200 vues versus 100 000 vues que tu n'as aucun client, mais tu as de la visibilité. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui est meilleur que l'autre? Il ne faut pas se baser là-dessus, il ne faut pas juger là-dessus. Et un autre point que je veux amener, c'est que
quelqu'un qui lâche un commentaire de merde, on va se dire, là, qui dit « Hey, t'es laid, t'sais, une affaire de zéro, aucune valeur. » Délite pas ta vidéo, là. Laisse ça aller. Là. Ouais, ça me blesserait. Non, mais il y en a des gens, moi, je serais pas capable. Ouais, ou qui vont dire, qui vont vraiment critiquer ce que tu dis, puis c'est très, très difficile. Mais passe à travers ça, puis je veux dire, tu fais l'effort que une bonne majorité des gens, des entrepreneurs ne font pas encore, qui est de se mettre de l'avant ces réseaux. Puis, évidemment, tu es dans les pourcentages des gens qui sortent du lot. Fait que c'est important de passer à travers ça, mais c'est un travail sur soi qui prend du temps. Fait que je peux comprendre ton hésitation initiale, tu sais. All right. 2 dernières questions. J'imagine que tu as pris le temps d'y penser. C'est 2 grosses questions plus mindset at large. Tu mets de la pression. Ouais. Je vais sortir une joke, là, mais en tout cas, c'est pas grave. C'est quoi ta propre vision du succès? Puis souvent, je pose la question à savoir au niveau personnel et professionnel. Comment tu vois le succès? Un gros char, un château. Puis, la Cadillac, ouais, ça, je me disais très matérialiste. Ouais, non, pas en tout. Écoute, c'est de l'extra, on dira pas non, mais non, pour vrai. Ouais. Puis on en a parlé tantôt. Ouais. Le succès professionnel, pour moi, c'est de faire ce qui me ressemble. OK. Ce qui vient de moi. Dans ce cas-ci, je pense que je suis pile poil. Là. Sinon, il y a un maudit problème. C'est ma business. Mais, puis, tu sais, c'est ça. Pour le répéter, c'est de pouvoir choisir tes clients, tes mandats, ton horaire. De ne pas avoir à, sans dire essayer de plaire, mais tu sais, de te filtrer pour pouvoir fitter, pour bien représenter l'entreprise ou autre. Ouais. C'est ma personne. Puis on l'a dit, tu sais, j'ai pas à me changer pour quiconque, pour mes clients et tout. Ils m'acceptent comme je suis et c'est à cause de tout ça qu'ils vont me prendre pour faire des mandats puis réaliser qu'est-ce que je peux faire. Ils vont te choisir parce que tu es authentique. Côté personnel, je dirais, moi être cheesy, mais tu sais, la santé. Non, mais pour vrai, c'est justement avec important. Les horaires, c'est de pouvoir passer du temps en famille et un max de temps pour mes loisirs. Le reste, c'est juste du bonus. J'aime ça. C'est vraiment une belle réponse. Puis j'ai aimé ta réponse de avoir le gros char de l'année. Puis je pense que la société, quand on voit quelqu'un rouler de même, c'est d'avoir une belle Mercedes, une grosse cabane, puis de voyager plusieurs fois dans le sud par année. Puis on dirait qu'il ne travaille pas, mais qu'il fait bien d'argent. Il y en a que c'est vrai. Mais la grande majorité, c'est souvent parce qu'il y a des dettes là, en lien avec ça. Peut-être la marge de crédit et l'OD. On voit peut-être la parution de tout ça, là, de la perception, mais en réalité, il y a peut-être un stress là, que cette personne vit ou un mode de vie qu'elle doit. Je travaille tellement fort, je me dois de montrer mon succès. C'est un peu, moi, je trouve ça triste. C'est le mode de réseaux sociaux, d'apparence et tout. 100%. Mais en toute transparence, je m'en fous, dans le sens que moi, je vis pour ma personne. J'ai pas à démontrer ou quoi que ce soit. Puis les gens qui le font, je les juge même pas. Dans le fond, c'est bien. Puis c'est leur vie. Tu sais quoi, je me pose même pas la question de savoir, il est-tu endetté, il est-tu vraiment heureux, et sa blonde, elle l'aime-tu vraiment? C'est leur chose. Si c'est toutes les réponses sont oui, à part l'endettement, tant mieux pour eux. J'ai pas à être à juger un peu. Juger ou même jalouser. Non. Moi, je vis mon propre système. Yes. Vis ta vie, puis... reste en vie. Reste en vie. Sois santé. Hey, c'est vieux, ça. De quoi? Reste en vie? Ta gueule, vis ta vie, puis reste en vie. Ça, on peut couper. Ça monte ton âge. Oui, non, c'est ça. On coupera pas ça, c'est très bon. OK. Dernière question, tout simplement. Casey LMNOP. Hein? C'est le nom de l'artiste. Oui. Tu connais Je connais pas ça. Non. Trop jeune, j'ai 26. Fait que... On continue. Anyway. OK. Si 39, bientôt 40, si tu avais la chance de parler une version de toi-même de 25 ans en ce moment, qu'est-ce que tu te conseillerais? Boy. Je pourrais même y parler avant qu'il ait 25 ans. Ah ouais, ça serait peut-être mieux. Mais non, blague à part. Ouais. Écoute, je disais tantôt que tu peux pas changer le passé. Donc, qui je suis aujourd'hui, c'est à cause de ce que j'ai fait et ce que j'ai vécu avant. Certainement pouvoir lui parler, donner des conseils. Ça serait plus d'essayer plein de choses.
de se planter, de réaliser qu'il y a des choses. Non, c'est pas pour moi. Puis c'est correct de s'éloigner de la maudite zone de confort. Ouais. C'est correct, je l'ai fait à partir de 20 ans, d'être en vente, puis c'était naturel. Mais d'essayer d'aller dans d'autres branches pour juste voir si. De découvrir. La curiosité, de toujours garder la curiosité à jour. La curiosité, c'est ça qui nous tient en vie, c'est ça qui nous fait grandir. Puis à part ça, sinon, je veux dire, ce que j'ai pu faire, il n'y a pas grand-chose que je changerais rendu là. Ouais. Oui, non, ça fait beaucoup de sens. Puis, je veux dire, encore une fois, comme tu l'as dit, ne pas regretter ce qu'on a vécu. C'est correct. Tant qu'on est dans l'action et non dans l'inaction, t'es déjà un pas d'avance. Mon père m'a toujours dit tu fais jamais rien pour rien. Avance, là. Même si t'es pas sûr de ce que tu veux. Les erreurs te font avancer. Ouais, plante-toi. Genre, legit, plante-toi. Essaye là, sans te mettre genre fucking endetté, là. Mais prends des risques qui sont calculés, qui font du sens. Essaye-le. Dans le pire de cas, ton entreprise, ça ne marchera pas. Puis, ou tu vas avoir une réponse à savoir, hey, moi, le stress financier, ça ne m'intéresse pas. Je m'identifie plus comme un deuxième, un troisième, whatever, dans une entreprise, un salarié, puis that's fine. Puis je me sens bien là-dedans, puis je veux ça. Moi, je vais avoir mes week-ends. Grim, let's go, man. Je suis content pour toi. Ouais, non. Ben, puis, tu sais, à un moment donné, je pense que c'est. Comment je peux dire ça? Où est-ce que je m'en vais avec ça? Je vais y arriver. Vas-y. Qu'est-ce que je voulais dire, Chris? Pense-y, j'ai une petite question que je veux pas oublier de te poser. Souvent, les gens qui sont peut-être plus introvertis, puis mettons qui sont entrepreneurs, vont se dire la vente, c'est pas fait pour moi, tu sais. Puis j'ai l'impression d'avoir plus de difficultés si je suis introverti versus un extraverti qui va dire qui va être très, très, très de l'avant, là, tu sais. Dirais-tu que c'est une mauvaise conception qu'on a? Absolument. OK. Encore là, c'est l'état d'esprit. Je parle d'un bon vendeur qui questionne, les introvertis vont être plus encadrés dans cette découverte-là versus beaucoup d'extravertis vont se mettre à parler puis ça. C'est plus difficile jusqu'à un point pour un extraverti de contrôler sa parole puis d'écouter. Donc, non, puis encore une fois, c'est une croyance. Oui, la communication, être à l'aise avec les gens, mais au-delà de ça, c'est encore le point que le mot « vente » est lourd en signification, fait peur. Puis, je disais souvent à la blague, mais très sérieusement, les gens, arrêtez de penser de faire du développement d'affaires, faites du développement de relations d'affaires. Simplement. Puis juste... cette façon de voir-là, les gens, des fois, c'est ça. Puis je pense que ce qui aide aussi pour les gens qui nous écoutent, c'est peut-être, arrête d'avoir peut-être l'idée de dire, moi, j'ai mon script, je veux closer, c'est l'objectif de la rencontre. L'objectif de la rencontre, c'est de rencontrer la personne. Ça fait peur. Ça fait peur, tu sais, puis évidemment, plus t'en fais, plus t'es à l'aise, mais sois naturel. Sois humain, sors du guideline de ton script, là, tu sais, puis apprends à aimer la discussion, apprends à aimer à jaser aux gens, pour le faire. Dans toute relation, tu sais, il y a des parties de maladresse, et c'est correct. Je veux dire, il y a personne, peu importe de quel siège que t'es, client ou le vendeur, qui s'attend à ce que ce soit parfait. Sure. Sinon, il y a quelque chose qui cloche. Ouais. J'ai rien à dire de plus. C'est excellent. J'ai une dernière mini-question pour les gens qui sont intéressés, évidemment, à venir collaborer, travailler avec toi, peut-être se faire former. Où est-ce qu'on peut te contacter pour travailler avec toi, collaborer? Je suis rendu presque partout. Donc, yes, LinkedIn, j'ai mon Instagram, Facebook, mais évidemment, LinkedIn principalement. Ma page est là, courriel et tout. Facilement. LinkedIn, je veux dire que c'est une belle approche aussi. C'est la plateforme principale, oui. Évidemment, les gens vont apprendre à te connaître davantage à travers les capsules qu'on va publier du podcast. Puis ce que je propose de vous inviter maintenant, c'est de faire une deuxième partie dans un an. Fait que ça va nous donner du jus, à savoir si tu as atteint le retour peut-être sur ta conférence, le nouveau projet qu'on va possiblement développer, qui est super intéressant. Moi, je le dirai pas parce que, je vais donner du jus parce que tu as une conférence à préparer, une chose à fois, là. Elle est pas mal préparée. Il faut l'officialiser. Et puis là, tu m'as mis le tapis rouge. Ben, let's go, on le fait. Yes. Just do it. Puis, as-tu une idée de l'endroit où est-ce que tu veux faire ça? Il va y avoir deux formats, dans le fond, plus en classique spectacle, limite, ou directement dans l'entreprise.
que je peux venir faire la conférence. Ben oui, peut-être tu y avais pensé ou pas, là, un petit conseil, si tu l'option de mettre un trépied, une caméra en background puis de filmer ça en continu, c'est du contenu en or, ça. Tu sais, de différentes qui est en stage, mettons, que tu te présentes, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Juste d'avoir quelqu'un ou juste d'avoir une caméra ou un cellulaire. Ça va être fait très prochainement. Donc, restez à l'affût. Restez à l'affût, ça va sortir bientôt. Fait que merci encore pour ton passage au podcast. Comment tu as aimé ton expérience aujourd'hui avec moi? C'était pas pire. T'as pas peur? C'est correct? Ça passe? Ça passe. Oui, merci. Oui, je vais remercier ça. C'était le fun. Yes. Merci à toi. Merci. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi.